Jeudi 14 janvier 2016, vous êtes sur I24, c'est le journal, il est 13h, bienvenue si vous nous rejoignez à la une de l'actualité. Aujourd'hui, l'État islamique qui revendique il y a quelques instants les attaques de Jakarta sur son compte Twitter. Au moins 2 civils, dont un Néerlandais, ont été tués, 5 assaillants neutralisés. Plusieurs projets d'attentats en Indonésie avaient été déjoués au mois de décembre. Il y a 5 ans, jour pour jour, Zine El Abidine Ben Ali quittait la Tunisie pour se réfugier en Arabie Saoudite après le bouleversement politique de janvier 2011 qui avait soulevé tant d'espoir. Que reste-t-il de la révolution de Jasmin? On voit ça dans un instant. Et puis l'OMS annonce la fin de l'épidémie Ebola en Afrique de l'Ouest avec l'arrêt de la transmission au Libéria, le dernier pays où un cas avait été détecté en novembre. Mais l'Organisation mondiale de la santé reste prudente. Des rémanescences sont possibles, le travail n'est pas fini. Et puis on reviendra sur ce record mondial aux États-Unis. Le jackpot de la loterie du Powerball a atteint près d'1,6 milliard de dollars. Une cagnotte qui correspond à peu près au prix estimé de Buckingham Palace. Et il y aurait au moins 3 gagnants. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez. Shimon Peres a donc été victime ce matin d'une crise cardiaque. L'ancien président israélien âgé de 92 ans a subi une intervention chirurgicale à l'hôpital Shiba de Tel Aviv. C'était il y a quelques heures. On vous retrouve sur place. Léa Berdugo, dans quel état est l'ancien président israélien ? Écoutez, Shimon Peres va bien, c'est le message en tout cas que souhaitent envoyer ses proches aujourd'hui après cet épisode. Alors un peu plus tôt dans la matinée, l'ancien président de l'État d'Israël a été admis ici à l'hôpital Temple Shomer après avoir subi des douleurs à la poitrine et des palpitations. Il est arrivé et donc a subi une cathétérisation après avoir fait une légère attaque cardiaque. Aujourd'hui, il va bien. Il communique, il est dans un état qui est jugé bon, sa vie n'est pas en danger. Son fils, Rémi Peres, a dit espérer qu'il sorte de cet hôpital dans quelques jours. Voilà, pronostic vital. Nous sommes très touchés par l'attention de d'abord l'opinion publique en Israël, dans le monde entier, pour la santé de M. Peres. Il est en effet une des personnalités les plus populaires qui existent de nos jours et nous apprécions ça beaucoup. Mais je peux calmer tout le monde que la situation est parfaitement sous contrôle et son état est satisfaisant. Voilà Léa, on est avec vous. Voilà, Rafi Donc Rafi Walden, qui est le gendre et le médecin personnel de Shimon Peres, s'est donc exprimé sur ces messages internationaux et sur les réactions qui proviennent de par le monde, mais également d'Israël. Benjamin Netanyahou, l'actuel Premier ministre d'Israël, a adressé ses vœux à la famille de Shimon Peres. C'est également le cas de l'actuel président de l'État d'Israël, Reuven Rivlin. Le chef de l'opposition, Yitzhak Herzog, a également envoyé un message, la famille de Shimon Peres qui s'est dit extrêmement touchée par ces attentions. Voilà, Shimon Peres qui va bien, son pronostic vital n'est pas engagé. Merci pour ces précisions, Léa Berdugo, depuis l'hôpital Shiba à Tel Aviv. Toujours en Israël, cet autre titre aujourd'hui, prison à vie requise pour 2 Israéliens dans l'affaire du Palestinien brûlé vif. L'assassinat de cet adolescent Mohamed Abourder avait contribué, vous vous en souvenez, à l'escalade de violence menant à la guerre de Gaza à l'été 2014. Les précisions de Joseph Emmanuel. Prison à vie, c'est la sentence du tribunal de Jérusalem contre 2 Israéliens. Ils ont été reconnus coupables d'avoir participé au meurtre d'un adolescent palestinien. Un meurtre particulièrement barbare. Mohamed Abou Kdeir avait été brûlé vif. Nous sommes alors en 2014, quelques mois avant la guerre de Gaza. Mohamed est kidnappé près de chez lui, à Chouafat. Peu après, la police retrouve son corps calciné. Sur les 3 accusés, 2 étaient mineurs au moment des faits, des jeunes Israéliens appelés des nouveaux nazis par le père de la victime. Ce meurtre a fait tressaillir la société israélienne, peu habituée à ce qu'on nomme désormais le terrorisme juif. Au lendemain de cet assassinat, le Premier ministre Netanyahou a téléphoné au père de la victime pour lui présenter ses condoléances.
Et je promets que ceux qui ont perpétré ce crime seront traduits en justice et paieront cher leurs gestes. Fait rarissime, le nom de Mohamed est ajouté à la liste des victimes du terrorisme en Israël. Mais malgré la condamnation, l'affaire semble devenir politique. Le père de la victime exige que le nom de son fils soit retiré de la liste des victimes de terrorisme et il demande à l'État d'aller plus loin dans la punition des coupables. Nous réclamons justice de la part de l'État. Si la démocratie existe en Israël, leur maison doit être détruite, comme le sont celles des Arabes coupables de crimes anti-juifs. Mais la demande du père de la victime a peu de chances d'être réalisée. Ces démolitions n'ont pas lieu quand le terroriste est un Israélien, qu'il soit juif ou arabe. Et on vient de l'entendre, les parents de la victime exigent que la maison des 2 terroristes juifs soit détruite. Même sort que pour les terroristes palestiniens. Mathias Inbar, on voit ça avec vous, c'est une demande qui a des chances d'aboutir ? C'est une demande qui a peu de chances d'aboutir tout simplement parce qu'ils nous disent, comparativement à la société palestinienne où il y a un effet de masse et surtout il y a des démonstrations de joie et où on pousse à l'effet de martyr. On ne parle pas de terroristes dans la société palestinienne, mais bien de martyrs. Et donc voilà pourquoi, selon les experts de la justice israélienne, il y a peu de chances à ce que cette décision, en tout cas, soit acceptée, cette proposition plus exactement, soit acceptée parce que, vous le savez, immédiatement, que ce soit pour le meurtre de Mohamed Abouarder ou de la famille Dawabsheh, il y a eu une levée de toute la société israélienne pour regretter et surtout condamner ces 2 meurtres. Merci Mathias. Et en Israël, toujours ce projet de loi qui fait écho à l'actualité française, la déchéance de nationalité pour les candidats au djihad. Un projet de loi qui concerne essentiellement les Arabes israéliens. Et c'est le nouveau cheval de bataille du nouveau ministre de l'Intérieur. Julien, quels sont les critères de ce projet de loi qui est concerné ? Alors en fait, il faut comprendre que dans l'état actuel des choses de la loi, pour qu'un Israélien soit déchu de sa nationalité, il faut qu'il se trouve dans les frontières de l'État d'Israël. C'est la première chose que veut changer le ministre de l'Intérieur. Regardez à peu près voilà, les mesures qu'il compte faire passer. Tout d'abord, déchéance immédiate de la nationalité sans procédure judiciaire, sans juge, sans Cour suprême, etc., sans avoir besoin d'être revenu sur le territoire israélien, je le disais. Et la décision reviendra donc au ministre de l'Intérieur et non au juge. Pourquoi pas besoin de revenir sur le territoire israélien, Barbara ? Eh bien, on estime en Israël que cela pourrait, dissuader les candidats au djihad de partir en leur disant concrètement, si vous partez, vous ne reviendrez jamais. Vous ne pourrez jamais revoir votre famille, vous ne pourrez jamais retourner en Israël. Et à l'inverse des djihadistes européens qui retournent en Europe pour faire des attentats, eh bien, les Arabes israéliens ne pourront pas revenir à déclarer ceci. Cette modification de la loi sur la nationalité est primordial car nous voyons de plus en plus d'Arabes israéliens qui rejoignent l'État islamique et qui représentent une menace pour l'État d'Israël. On verra si ça sera adopté ou non. Voilà, alors on le sait, Israël n'est pas le seul pays où on envisage de retirer la nationalité aux terroristes. Le débat est toujours extrêmement animé en France, par exemple. Quel est l'état de la loi dans le pays ? On va rappeler ce que prévoit la loi actuellement parce qu'on sait qu'ils veulent faire beaucoup de changements. Regardez un petit peu les possibilité de déchéance de la nationalité en France. Il y a le terrorisme, la haute trahison, l'espionnage et les actes préjudiciables à la France. Il faut comprendre que dans la loi française, actuellement, si une personne est née en France, on ne peut pas lui retirer la nationalité. Cela ne concerne que les binationaux qui ont 2 nationalités et qui ont obtenu la nationalité française au cours de leur vécu, au cours de leur vivant. Et ça, François Hollande veut le changer. Il l'a annoncé au Congrès. Écoutez. La déchéance de nationalité ne doit pas avoir pour résultat de rendre quelqu'un apatride. Mais nous devons pouvoir déchoir de sa nationalité française un individu condamné pour une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou un acte terroriste, même s'il est né français. Je dis bien même s'il est né français. Voilà, ce sont bien les binationaux qui sont au cœur de ce dispositif. Ouais, absolument, donc même s'ils sont nés français, mais il faut toujours avoir une autre nationalité. Pourquoi ? Eh bien parce que la Déclaration universelle des droits de l'homme prévoit qu'on ne peut pas rendre quelqu'un apatride, c'est-à-dire sans nationalité.
Or, visiblement, le ministre de l'Intérieur israélien n'a pas l'air de se préoccuper trop de ça, parce que les Arabes israéliens n'ont en général que la nationalité israélienne, en général. Donc on verra si cette mesure peut passer à la Cour suprême et en Cour de droit international. Voilà pour la France. Regardons à présent les États-Unis. Une dernière comparaison. Sachez qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de cas où on peut renoncer soi-même à la nationalité, par exemple pour payer moins de taxes et appartenir à un autre pays. Voici les cas où on peut la perdre. Par exemple, si on obtient une autre nationalité ou si on s'enrôle dans une armée étrangère qui est engagée contre les États-Unis, ou bien si on est condamné pour acte de trahison. Finalement, ça ressemble beaucoup à la loi française. Voilà, déchéance de nationalité, un débat en vigueur un peu partout. Merci Julien. Terrorisme toujours. Eh bien, il n'a pas de frontières. On le voit encore une fois aujourd'hui. Cette fois, c'est l'Indonésie qui est touchée. 6 explosions et des coups de feu à l'extérieur d'un café ont retenti ce matin dans le centre de Jakarta. Il y a quelques instants, c'est bien l'État islamique qui a revendiqué cet attentat sur son compte Twitter. Les précisions de Joseph Emmanuel. Jakarta, plein centre-ville, plusieurs détonations retentissent. La confusion règne, une fusillade se fait entendre. Il a tiré pendant peut-être 10 minutes. C'est arrivé près du poste de police. Nous sommes dans le quartier des ambassades, un lieu très fréquenté par les touristes. En quelques minutes, les secours sont sur place, plusieurs corps gisent à terre. Très vite, le quartier est bouclé. L'unité de démineurs antiterroristes, le KBR, arrive en force. Les unités spéciales se placent, s'équipent. Ils viennent d'apprendre qu'un homme, sans doute un assaillant, se trouve sur le toit. Une voiture fait bouclier pour permettre aux journalistes de traverser la rue. À l'approche des policiers, des tirs retentissent encore à l'extérieur d'un café Starbucks. Selon la police, au moins une des explosions pourrait avoir été provoquée par un kamikaze. Et nous vous retrouvons David Nadaf, correspondant en Asie d'I24. Alors voilà, c'est Daesh qui a vraisemblablement revendiqué cet attentat sur son compte Twitter il y a quelques instants. Une information que vous pouvez nous confirmer? Oui, tout à fait. Donc 14 terroristes se sont attaqués en Indonésie à la population locale. Le modèle est le standard des attentats de Paris, c'est-à-dire que ce sont des attentats avec des armes automatiques qui visent les populations civiles. 7 morts sont à déplorer, dont les terroristes. Sur les 14 terroristes, 2 ont explosé avec leurs bombes et 2 autres ont été neutralisés par la police. Alors, vous le disiez, ça ressemble au mode opératoire des attentats de Paris dans une moins grande mesure. Pourquoi ce mimétisme recherché par Daesh ? Tout à fait. Donc, aujourd'hui, il faut savoir que les Indonésiens sont la 3e nationalité terroriste engagée dans les rangs de Daesh en Syrie. 1000 Indonésiens font corps avec les autres terroristes de Daesh, dont 300 sont déjà retournés sur le sol indonésien. On a donc une relocalisation de Daesh avec des objectifs aujourd'hui en Asie, au cœur de l'Asie, en Indonésie, où vous avez 210 millions de musulmans, dont 1% sont considérés comme des radicaux, pouvant aujourd'hui être aux côtés ou sympathisants de Daesh. Les autorités indonésiennes, David, ont pris la mesure de cette implantation de Daesh dans leur pays ? Oui, tout à fait. Joko Widodo, le président indonésien, connu pour être un modéré, un démocrate même, s'est-il présenté lors des élections, a pris toutes les résolutions nécessaires pour combattre le terrorisme en Indonésie. Pour autant, il faut prendre conscience que 1% d'une population de 210 millions, ça fait 21 millions de sympathisants possibles d'un islam radical. Donc la tâche est ample. Et aujourd'hui, on a en Indonésie un modèle de ce que peut donner l'islam radical en Asie du Sud-Est. Alors, vous le disiez, au moins 10 à 14 assaillants pour ces attaques. C'est un véritable commando. Est-ce qu'on en sait désormais un petit peu plus sur l'identité de ces terroristes? Ils seraient indonésiens? Oui, ils sont indonésiens et vous avez d'ailleurs au nombre des terroristes aujourd'hui un grand nombre d'Indonésiens. Dans les récents attentats qui ont eu lieu en Syrie et en Irak, ce sont des Indonésiens qui sont intervenus également. Vous avez également au nombre des morts au mois de novembre en Syrie le fils d'un des organisateurs de l'attentat de Bali. Donc on a aujourd'hui véritablement une influence asiatique dans Daesh, dont la branche se manifeste aujourd'hui
en Indonésie. Voilà, on le voit avec ce terrible attentat à Jakarta aujourd'hui. Merci David pour ces précisions. Et toujours au chapitre terrorisme en Turquie, 2 jours après l'attentat d'Istanbul, eh bien c'est une vague d'arrestations qui a eu lieu hier. Le quartier touristique, lui, de Sultanahmet est toujours déserté ce jeudi. Océane Nicole. La Turquie poursuit ses recherches 2 jours après l'attentat suicide d'Istanbul qui a tué 10 touristes. L'enquête avance, plusieurs arrestations ont eu lieu, 5 suspects ont été mis en garde à vue. La police turque l'affirme, cette attaque a été perpétrée par un migrant venu de Syrie âgé de 28 ans. Il était entré quelques jours plus tôt sur le territoire turc. Cet individu n'était pas sous notre surveillance, il n'était pas suivi. Il est rentré normalement comme un migrant lambda, comme n'importe quel individu dans notre pays. Mais suite à l'attaque, toutes ses connexions ont été scrupuleusement examinées et ses liens avec Daesh ont été mis en lumière. Mais aussi des liens avec des personnes utilisées par Daesh faisaient partie de son entourage. Selon les médias locaux, le kamikaze identifié comme Nabil Faldi est né en Arabie Saoudite. Il est arrivé en Turquie le 5 janvier dernier. C'est grâce à ses empreintes digitales enregistrées par les services d'immigration que la police a pu l'identifier rapidement. Cette attaque a été revendiquée par le groupe État islamique. Le Premier ministre turc s'est dit prêt à prendre les mesures nécessaires pour stopper ces attentats. Si ces sous-traitants de Daesh imaginent qu'ils pourront s'en prendre à la Turquie, comme malheureusement nous venons de le vivre et comme nous en avons trop souffert, la Turquie est prête à prendre toutes les mesures qui seront nécessaires pour anéantir toutes les organisations sous-traitantes et tous ceux qui coopèrent avec elles. La Turquie est en état d'alerte maximale depuis le 10 octobre dernier, depuis l'attentat devant la gare centrale d'Ankara, un attentat qui a fait 103 victimes. Et toujours en Turquie, ce nouvel attentat ce matin, cette fois il est attribué aux séparatistes kurdes. Une voiture piégée a explosé devant un commissariat dans le sud-est du pays. 5 personnes ont été tuées et 39 autres blessées. Il est 13h et presque 17 minutes à Tel Aviv. Vous êtes sur I24, c'est le journal, l'essentiel de l'actu avec vous Elsa Mimoun. Bonjour Barbara, bonjour à tous. On commence avec l'attaque de Jakarta qui était revendiquée par l'État islamique. Je vous rappelle que 2 civils dont un ressortissant néerlandais ont été tués, 5 assaillants neutralisés. Plusieurs centaines d'Indonésiens auraient rejoint dernièrement le groupe djihadiste qui contrôle de vastes territoires en Syrie et en Irak. En Turquie, 6 personnes ont été tuées et 39 autres blessés dans l'attaque à la voiture piégée d'un commissariat par le PKK dans le sud-est du pays. Dans le même temps, l'enquête se poursuit après l'attentat suicide survenu à Istanbul. Le kamikaze, un Syrien âgé de 28 ans, était entré en Turquie comme un simple migrant depuis la Syrie. Et puis Shimon Peres, hospitalisé en urgence à l'hôpital de Tel HaShomer près de Tel Aviv. L'ancien président âgé de 92 ans est dans un état stable après avoir souffert de douleurs à la poitrine. Il est actuellement en observation. Son médecin ainsi que le directeur de l'hôpital ont donné un peu plus tôt une conférence de presse. Voilà, merci Elsa pour ce rappel des titres. On jette tout de suite un coup d'œil à la météo de ce jeudi. Autre titre à la une de l'actualité ce jeudi, c'est le risque d'avalanche toujours élevé aujourd'hui en Isère. Un niveau de 4 sur 5 après la mort hier d'au moins 3 personnes aux 2 Alpes et parmi elles 2 lycéens. Une information judiciaire pour homicide involontaire a été ouverte. Océane Nicole.
Un drame en Isère, il est 15h45 ce mercredi quand une avalanche se déclenche sur une piste noire des Deux Alpes à 2500 mètres d'altitude. 10 personnes sont sur la piste, majoritairement des adolescents qui faisaient partie d'un groupe de 19 élèves lyonnais en voyage scolaire. Ils étaient accompagnés de 3 enseignants. L'avalanche a fait 3 victimes, une jeune fille de 16 ans et un garçon qui a succombé à ses blessures. Un touriste ukrainien extérieur au groupe fait lui aussi partie des victimes. L'enseignant polytraumatisé a été hospitalisé à Grenoble, mais son pronostic vital n'est pas engagé. Les autres élèves ont été reconduits à leur lycée de Lyon. La ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, s'est rendue sur place pour les accueillir. Je suis venue ici pour exprimer toute mon émotion et toute ma solidarité à cet établissement qui a été durement touché par le drame terrible de cet après-midi. Mes pensées vont aux familles des victimes et notamment aux familles de ces 2 élèves décédés dans cette avalanche. Les 19 élèves étaient en classe de première en option sport. Un enseignant les a accompagnés sur cette piste noire, une piste qui était pourtant fermée depuis le début de la saison. Une enquête a été ouverte pour déterminer pourquoi le professeur a amené ses élèves sur une piste interdite. Nous avons entrepris les constatations dans le cadre d'une enquête judiciaire diligentée par le procureur de la République de Grenoble et des auditions sont actuellement en cours, d'autres auront lieu dans le but d'établir d'abord les circonstances dans lesquelles le groupe s'est engagé sur cette piste qui était fermée et ensuite ce qui a pu provoquer l'avalanche et la chronologie exacte des faits. Le risque d'avalanche est élevé dans la région cet hiver. Depuis le début de l'année, 4 personnes ont déjà perdu la vie dans les Alpes françaises. Voilà, et on reste en France avec l'attaque antisémite à Marseille en début de semaine. Le suspect a passé la nuit en prison. Il a été mis en examen hier pour tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Et puis vous le savez, le débat autour du port de la kippa provoqué par cet incident a tourné hier au débat politique national. François Hollande lui-même a tenu à réagir. On l'écoute. Il est insupportable dans notre pays que des citoyens se voient inquiétés, agressés, frappés en raison de leur choix religieux. Il est insupportable qu'ils puissent en tirer la conclusion qu'il faudrait se cacher. Le chiffre du jour, à présent, vous allez le voir, c'est 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars, c'est la perte nette enregistrée par Uber en 6 mois à peine. Uber n'est pas rentable, ça on le savait, mais ces pertes sont donc colossales et vraisemblablement cela fait partie de sa stratégie. Ces images, à présent, elles provoquent le malaise aux États-Unis. Regardez, humiliation des Marines américains par des soldats iraniens après être entrés par erreur dans les eaux territoriales iraniennes. Ce n'est pas vraiment le traitement de mise entre amis, 5 mois à peine après l'accord sur le nucléaire iranien. Depuis, Lise, ces 10 Marines ont été relâchés, mais l'incident est loin d'être clos. Oui, notamment à cause de vidéos qui ont été diffusées par la télévision publique iranienne. Sur une de ces vidéos, on voit un des marines américains faire son mea culpa alors qu'il n'a aucune raison de le faire. Il présente ses excuses pour être entré par erreur dans les eaux territoriales de l'Iran. Il décrit l'accueil des Iraniens comme fantastique et il remercie même les Iraniens pour leur hospitalité et leur assistance. Et dans les médias américains, on parle tout simplement de propagande iranienne. Oui, à cause d'autres photos diffusées par l'agence de presse iranienne Tasnim où on voit les marins à genoux, les mains sur la tête ou dans le dos comme des prisonniers. On voit aussi l'unique soldate américaine porter un voile islamique. Alors d'après la Maison-Blanche, selon la Convention de Genève, on ne doit pas montrer de photos de prisonniers. Il faudra donc authentifier ces photos. Mais pour le Pentagone, a priori, aucun mal n'a été fait aux soldats pendant leur détention. Alors côté diplomatique, cette réaction assez surprenante de John Kerry. Oui, en fait, le ministre iranien des Affaires étrangères a exigé des États-Unis des excuses. Pour lui, cet incident a valeur d'avertissement envers le Congrès américain qui veut voter de nouvelles sanctions contre la République islamique. Tout cela arrive dans le contexte très délicat de la finalisation de l'accord sur le programme nucléaire iranien. En tout cas, vous allez voir, John Kerry s'est empressé de s'excuser. Écoutez. Je veux remercier les autorités iraniennes pour leur coopération et leur réponse rapide. Ce type de situation a le potentiel, s'il n'est pas géré correctement, de déraper.
Voilà, et en tout cas, une enquête va être ouverte aux États-Unis pour faire toute la lumière sur cet incident. Oui, l'US Navy va essayer de découvrir les circonstances qui ont mené les marins en Iran. Un des 2 bateaux aurait eu un problème mécanique et aurait dérivé jusqu'en Iran. Mais ce bateau, mystérieusement, a été intercepté près du porte-avions français Charles de Gaulle, qui participe à l'opération contre Daesh en Irak et en Syrie. Il y a un mois, un autre incident de ce genre avait eu lieu. Un responsable américain avait déclaré que la marine iranienne faisait des tirs d'essai près de navires américains et français. Voilà, tension entre amis. Merci Lise pour ces précisions. Et on reste aux États-Unis avec cette bonne nouvelle pour au moins 3 Américains. Vous le savez, toute la semaine, c'est l'hystérie qui a gagné tous les États-Unis et le jackpot, record de tous les temps, devra vraisemblablement se partager entre 3 billets gagnants au Super Loto. La correspondance de David Benaïm. C'est clairement du jamais vu, le montant du pactole est du jamais vu, mais la ferveur peut se mesurer à peu près de la même manière à chaque fois qu'une cagnotte record est annoncée. Pour la première fois de l'histoire, c'est le milliard de dollars qui était dépassé et ça a réveillé de nombreux joueurs qui s'ignoraient. J'ai pour ma part succombé à la tentation en achetant un billet pour la rédaction de la matinale d'I24 et un autre pour l'équipe de la mi-journée. Alors ? Mais comme vous le savez déjà, on avait plus de chances d'être touché par une météorite que de gagner. La chance ne nous a pas foudroyé cette fois-ci, Barbara, mais le rendez-vous est pris dès que le jackpot atteint un nouveau record, Voilà. c'est promis. Voilà, David qui joue toujours collectif. À suivre dans le journal, l'actu média de la semaine, ce sera avec Rudy Saada. Restez avec nous, ce sera dans moins de 5 minutes.